Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de rester fidèles au programme de Walf. Nous sommes heureux de vous retrouver sur ce plateau de l'émission Opinion. Ce dimanche, nous avons le plaisir et l'immense honneur de recevoir Dr Abdoulaye Niane. Il est le président du parti Teranga Sénégal. Il est aussi le président de la coalition Jotna. Dr Niane, bonjour. Bonjour Pierre-Edouard. Merci et bonjour aux téléspectateurs. Répondre à notre invitation. Merci beaucoup et bonjour à tous les téléspectateurs à qui je souhaite un bon Ramadan. Ouais, et je me joins à vous également pour souhaiter un très bon mois de Ramadan à toute la communauté musulmane d'ici et d'ailleurs. Alors, docteur Abdoulaye Niane, vous êtes né en 1973 à Touba et vous y avez grandi. Vous avez été 5 fois lauréat du concours général sénégalais dans les années 1990. Français, philo, géographie et 2 prix spéciaux. Vous avez obtenu votre brevet de l'École nationale d'administration section impôts et domaines en août 2001, en terminant major de votre promotion. En 2004, vous obtenez une bourse d'excellence Chevening offerte par Sa Majesté la Reine d'Angleterre aux jeunes du monde entier ayant un bon potentiel de leadership, sanctionné en 2005 d'un diplôme donc de master en sciences, en gouvernance et management du développement avec mention mérite à l'université de Birmingham. De retour au Sénégal, Dr Abdoulaye Niane, vous obtenez à l'université Gaston Berger de Saint-Louis un doctorat en 2011 avec mention très honorable et les félicitations du jury en produisant une thèse portant sur rationalité fiscale et intégration économique en Afrique, l'exemple du système fiscal sénégalais dans l'UEMOA, un ouvrage d'ailleurs qui est sorti et publié aux éditions Harmattan. Docteur Niane, je passe sur bien des aspects de votre riche parcours pour en arriver en définitive sur vos activités politiques. Depuis janvier 2017, vous êtes à la tête du parti Teranga Sénégal, choisi par Ousmane Sonko, votre camarade de promotion à l'ENA. Vous avez dirigé la campagne présidentielle du leader de PASTEF en 2019. Depuis le 23 janvier 2021, vous êtes le nouveau président de la coalition Jotna. Alors, question préjudicielle. Pourquoi, avec ce pedigree, il faut le dire très riche, très impressionnant, vous avez choisi de vous jeter dans cette mare à crocodile qu'est la politique? Merci Pierre-Edouard. Je ne sais pas si le pedigree est impressionnant, mais j'ai eu la chance d'avoir bénéficié de l'encadrement de mes parents, mais aussi de tomber sur des enseignants de très grande qualité, du primaire au secondaire et au supérieur. Donc c'est une chance que je souhaite à la plupart des jeunes Sénégalais, mais qui de plus en plus malheureusement n'ont pas cet environnement propice à une éducation de qualité. Donc je remercie le bon Dieu de m'avoir bénéficié de l'encadrement de ces Sénégalais de valeur. Maintenant, pour répondre directement à votre question, c'est vrai que la politique c'est parfois jugé extrêmement douteuse comme activité et ceux qui sont censés avoir la possibilité de faire autre chose dans l'excellence ne choisissent pas forcément cette voie. Surtout dans nos pays, c'est une voie par défaut. On échoue dans le commerce, dans les activités intellectuelles et on choisit comme roue de secours la politique. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que ça doit être le contraire. Nos pays sont embourbés dans des enjeux extrêmement complexes, dans un monde incertain et nous avons besoin de leaders de qualité qui comprennent les enjeux et qui peuvent faire des choix de qualité pour sortir le Sénégal de l'ornière. Nos enfants vivront dans un monde encore plus difficile et nous devons les aider à tracer un chemin de qualité et c'est tout cela qui m'interpelle et à un certain moment de ma vie professionnelle, j'ai jugé que ce serait peut-être assez pour moi difficile de ne pas répondre aux enjeux de l'heure. Et pour moi, répondre aux enjeux de l'heure, c'est participer au débat public, mais aussi pouvoir
me donner des possibilités de peser sur le destin de mon pays. C'est cela, peut-être de façon très innocente, qui m'a fait choisir la politique au moment où, dans l'administration, j'avais une voie libre. J'ai l'habitude de dire que ce n'est pas parce que j'ai rencontré des difficultés personnelles que j'ai choisi de sortir. Non, je n'ai pas eu de problème particulier. Peut-être, effectivement, une vision différente de ce qui se faisait, mais j'aurais pu, à mon échelon personnel, tracer ma voie et peut-être aujourd'hui me retrouver à des positions extrêmement importantes dans l'administration. Je n'ai pas choisi cela. Ce n'est pas forcément le chemin le plus facile, mais je trouve que plus d'intellectuels, plus de gens de valeur doivent aujourd'hui se retrouver en politique. Oui, aujourd'hui au Sénégal, dire de quelqu'un qu'il est un politicien, c'est en quelque sorte lui faire tort. Hein? Le regard que les populations portent sur les hommes politiques, c'est un regard peu reluisant. Comment renverser la tendance? Comment inverser ce rôle plus ou moins négatif que les gens portent sur vous, les hommes politiques? Oui, il faut renverser la tendance en choisissant la voie de la vérité, la voie de l'expertise, en ayant une activité politique basée sur la vérité. Moi, c'est en tout cas ce que j'ai choisi. J'ai choisi de m'exprimer sur les sujets de l'heure, de dire ce que je pensais sans parti pris. Éventuellement, si les options du gouvernement sont bonnes, je n'hésiterai pas à les souligner. Mais malheureusement, on est dans un pays où l'activité publique n'est pas toujours rationnelle. Les options du gouvernement ne sont pas toujours bonnes, puisque effectivement, peut-être beaucoup de gens ont choisi de se mettre dans l'action publique du côté gouvernemental pour juste gagner leur vie. C'est cela qu'il faut renverser en ayant... Mais sauf que là, les populations également, elles vous renvoient dos à dos. Elles disent que les politiciens, ils Oui, vous savez, ça c'est un parti pris trop facile. J'ai l'habitude d'ailleurs de dire que la classe politique est le reflet de la société à un certain moment donné. C'est toutes les tares que vous retrouvez dans la société, que vous allez retrouver chez les représentants au niveau politique. Mais il nous faut justement casser cette ligne-là qui ne nous mènera nulle part. C'est un cercle vicieux qui risque de plonger le Sénégal dans des abîmes. Et c'est cela qui a fait que des gens comme moi et d'autres qui ont des qualités intellectuelles, peut-être même qui dépassent les miennes, ont choisi de faire la politique. Il faut que ces gens soient de plus en plus audibles, que, comme vous le faites aujourd'hui, vous ayez une discussion approfondie avec ces gens pour qu'on voit autre chose. Je pense qu'on n'est pas condamné à vivre dans une société médiocre avec une classe politique médiocre. On peut se ressaisir, puisque ce que les autres ont pour développer leur pays, nous l'avons aussi. On a l'intelligence nécessaire, on a la volonté. Il suffit qu'on soit un nombre critique de personnes à ne pas laisser la voie libre à des gens qui malheureusement ne nous mèneront guère sur la voie de la prospérité. Vous, qu'est-ce qui vous différencie des autres? Pourquoi les Sénégalais devraient-ils vous faire confiance? Modestement, vous avez présenté, je pense, un cursus qui depuis le primaire n'est pas médiocre. Les diplômes, ce n'est pas ce qui manque au Non, Sénégal. non, je poursuis. Sur le plan professionnel aussi, je pense avoir fait ce que j'avais à faire dans l'administration. Vous n'avez pas souligné cela, mais mes collègues de l'administration qui m'écoutent savent que je n'ai pas passé une quinzaine d'années à l'administration, dans l'administration au rabais. Au contraire, j'ai essayé avec d'autres de porter des projets ambitieux qui aujourd'hui ont upgradé, ont soulevé le niveau de l'administration fiscale du Sénégal. Je l'ai fait avec d'autres, mais je pense que je peux vous donner des points circonstanciés. Dans ma vie aujourd'hui, je suis un homme politique certes, mais j'enseigne à l'université, je suis expert fiscal, j'ai mon cabinet aussi. Donc, je me bats pour montrer qu'il est possible d'avoir une vie professionnelle remplie, de qualité, et en même temps d'avoir une posture politique de qualité. Et cela, à mon avis, devrait suffire. Et il faut que tous les hommes politiques, en tout cas la plupart des hommes politiques qui s'engagent, puissent aussi décliner sur le terrain ce qu'ils valent. Le nombre d'emplois qu'ils ont créés, les activités qu'ils ont pu faire prospérer et leur présence dans la scène publique doit se justifier à l'aune de cela. Si on veut porter sa société, il faut d'abord pouvoir se porter soi-même. Si on n'a pas réussi sur le plan professionnel, il est très difficile de faire réussir un grand nombre. C'est assez simple,
comme mesure, à mon avis, de ce que les gens peuvent faire. Alors, le leadership politique qui se rajeunit dans notre pays, qu'est-ce qu'on peut y voir à travers cela? Mais c'est une très grande chose. Vous savez, la population médiane, l'âge moyen du Sénégalais, c'est 19 ans, selon les statistiques officielles. Vous aurez, d'ici quelques années, 20 millions de nouveaux demandeurs d'emploi qui arrivent dans le marché dans toute l'Afrique subsaharienne. Dans 10 ans, ce sera un demandeur d'emploi sur 2 dans le monde viendra de nos pays. Donc, il nous faut des leaders jeunes qui portent une ambition renouvelée, mais aussi qui sont en phase avec ces demandeurs d'emploi. Un demandeur sur 2 dans 10 ans, ça signifie que l'Afrique portera l'espoir de l'humanité en termes de solutions pour l'emploi. Et pour cela, il faut des leaders jeunes. À mon avis, la classe politique sénégalaise a même tardé à se renouveler ces dernières années. Et ça ne participe pas à un rehaussement de la qualité de cette classe politique. Les anciens doivent être respectés, mais ils doivent porter très rapidement des jeunes et transmettre aussi le savoir-faire. La jeunesse, ce n'est pas non plus l'assurance tout risque. Hein? C'est ça. Ce n'est pas parce qu'on est jeune qu'on est mieux que le vieillard. Non, c'est pourquoi je dis il faut qu'on leur transmette le savoir-faire. Il faut qu'on les forme. Les jeunes doivent être formés. Les vieux ont bénéficié de l'expérience, ont bénéficié de la sagesse, et ils doivent transmettre cette sagesse très tôt. Vous savez, une classe politique de qualité se construit. Ça ne tombe pas comme ça des nues. Il faut que aujourd'hui, au Sénégal, par patriotisme, les aînés, ceux qui ont de l'expérience, que ce soit dans le monde du travail, dans le monde de la culture, dans le monde de l'éducation, dans le monde de l'entreprise, il faut qu'ils aient en perspective la création d'une classe de relève de qualité. Et la politique n'y échappe pas. Malheureusement, la politique n'est pas le domaine justement de la générosité et il faut que les jeunes viennent et trouvent leur chemin, éventuellement même en écrasant ou en faisant des coudes, malheureusement. Mais ça, dans un pays en développement comme le Sénégal, où la majorité de la population est jeune, je crois qu'il faut plus de prospective chez nos aînés pour donner place libre aux jeunes. Cette jeunesse, vous la partagez avec Ousmane Sonko et pas que. C'est votre camarade de promotion à l'ENA. Vous avez été également son directeur de campagne à la présidentielle de 2019. Aujourd'hui, vous n'êtes plus en odeur de sainteté, c'est devenu un secret de polichinelle. Qu'est-ce qui a été à l'origine de votre rupture avec le leader de PASTEF? Bon, disons que sur le plan politique, effectivement, on n'est plus ensemble. Sur le plan humain, c'est différent. Il reste un ami et un promotionnaire. Mais sur le plan politique, oui, pas de langue de bois. On n'est plus ensemble. Et ça a été effectivement une rupture qui a pris du temps. Je n'ai pas toujours plaisir à en parler puisque les ruptures ne sont jamais très très bonnes. Mais nous nous sommes fait aussi une idée de ce que doit être la politique. Et on ne veut pas prendre cette rupture comme source d'acrimonie, La politique, dit-on, est le cimetière des amitiés. Oui, effectivement. Bon, et ça se vérifie avec vous? Non, du tout, Pierre-Edouard. Non, je pense que lui et moi savons un peu ce que la politique peut effectivement faire éclater. Et je pense que nos relations personnelles n'en pâtiront pas. La preuve, quand il a traversé ces difficultés, j'ai été parmi les premiers à aller le voir chez lui et on a eu une discussion d'amis, comme si rien ne s'était passé. Et donc, nous pensons que le Sénégal a besoin de nos postures, l'un et l'autre. Si ces postures ne correspondent pas à un certain moment donné et qu'il y ait divergence, ces divergences doivent être gérées, mais dans le calme, pour que ce qui compte soit surtout le Sénégal. On ne s'entend pas, effectivement, mais on ne s'entend pas, non pas sur l'essentiel, mais c'est plutôt, à mon avis, le principal point d'achoppement. Ma lecture, c'est que c'est plutôt des comportements de partis, des comportements politiciens à l'intérieur de nos partis, à l'intérieur de la coalition, qui ont des divergences purement politiciennes, qui ont eu raison un peu de nos accointances, du fait qu'on soit ensemble. Mais on n'a jamais eu, lui et moi, une discussion
fracturée, une discussion distanciée. On a toujours eu des termes adéquats. Ça s'est passé comme ça parce qu'on a tous constaté un homme politique averti que ça ne pouvait plus durer. Et ça c'est heureux puisque d'habitude au Sénégal, quand des ruptures politiques se font, les gens se jettent des invectives. Ça n'a pas été notre cas et c'est très bien ainsi. Le problème c'était quoi? Un problème d'orientation de la coalition Jotna ou en tout cas un problème d'ego? Non, ne me demandez pas de nous tirer une balle au pied. C'était pas un problème d'ego, parce que je pense que lui et moi n'avons pas d'ego démesuré. Enfin, moi en tout cas, pour ce qui me concerne, je n'ai pas cette façon de voir la vie. Maintenant, un problème d'orientation, plutôt de divergence politique en tant que telle, sur l'orientation du pays, de façon globale, le patriotisme économique, la bonne gouvernance et l'état de droit, sur une option hardie en faveur d'une économie endogène, nous avons les mêmes postures. Maintenant, nous avons aussi des appareils politiques. Une coalition est toujours difficile à gérer. Et il y a des querelles de pouvoir à l'intérieur des coalitions. Il y a des comportements différents. À l'intérieur d'un parti, le chef, il est plus visible qu'à l'intérieur d'une coalition. Une coalition, c'est une présence d'alter ego. Et ça ne plaît pas toujours aux affidés de l'un ou l'autre groupe. C'est cela, à travers les lignes, je pense que vous pouvez me lire, qui a été à l'origine de beaucoup de frictions. Je ne vais pas peut-être mettre sur la place publique des divergences. Donc il mettait de l'ombre aux autres leaders de la coalition ou quoi? Non, c'est pas une question de mettre de l'ombre, Pierre-Edouard. C'est juste que peut-être il y a eu des calculs par rapport à ce que les uns et les autres auront comme pouvoir à l'intérieur de la coalition, et ces calculs peut-être n'arrangent pas certains. Et ces personnes ont eu beau jeu à faire éclater la coalition. C'est là où je veux vraiment en rester, puisque c'est un groupe privé qui a eu des difficultés et ce n'est pas le lieu de mettre ça sur la place publique. Et est-ce qu'avec le départ de PASTEF, la coalition Jotna n'a pas été vidée de sa substance? Non, du tout. Au contraire, sur le plan qualitatif, c'est la moitié qui est partie. Non pas vers PASTEF, mais certains ont rejoint PASTEF, d'autres sont restés à l'écart. Maintenant, la politique c'est l'art de l'addition. Non, j'explique. Une autre moitié est restée avec nous et depuis lors, on était 12 groupes, 13 mouvements et partis politiques. Aujourd'hui, on est dans la vingtaine. 6 sont venus s'ajouter, 18, et 2 tapent à la porte. Et ça, c'est sur le plan purement quantitatif. Sur le plan qualitatif, l'engagement est là. C'est un groupe homogène qui a un projet pour le Sénégal, qui se plaît en politique. C'est surtout ça qui nous caractérise. Les uns et les autres ont déjà leur travail. Vous avez dans la coalition des hommes et des femmes qui ont une expérience professionnelle très réussie, qui ne se hâtent pas en politique, qui n'ont en bandoulière que leur projet pour le Sénégal. Mais sur le plan personnel, c'est des hommes et des femmes qui ont bien réussi leur vie et qui donc, calmement, essayer d'amender le débat public, de le porter à un niveau supérieur. C'est cela qui nous caractérise dans la coalition et nous en sommes fiers et contents. Sonko et vous avez atteint le point de non-retour ou bien des retrouvailles restent encore possibles? Je vous ai dit tout à l'heure que nous gardons et je pense que nous garderons toujours des relations humaines de qualité. Puisque je pense quand même, ce qui nous a amené en politique, ce n'est pas forcément des intérêts individuels, égoïstes. Ce qui nous a amené en politique, c'est le devoir de servir. C'est un prolongement de notre appartenance à l'administration. L'administration, c'est le culte du service public. Moi en tout cas, j'ai jugé à un certain moment que le service public, je ne pouvais pas le servir à un niveau rationnel, élevé, en restant dans l'administration. C'est ce qui m'a poussé, comme je l'ai dit tout à l'heure, à aller en politique pour avoir plus de pouvoir, plus de possibilités de pouvoir pour servir le pays, pour servir les citoyens. Et donc, dans ce chemin-là, si le Sénégal nous réunit encore, moi je ne dirai jamais non. Et effectivement, cette rupture peut ne pas être définitive. Nous ne le souhaitons pas d'ailleurs. Si nous travaillons toujours dans l'intérêt du Sénégal, il n'y a pas de rupture qui soit définitive.
même des ennemis doivent pouvoir se retrouver si l'intérêt du Sénégal est en jeu. Mais aujourd'hui, nous ne regardons pas derrière. Nous sommes deux groupes différents et nous allons proposer aux Sénégalais nos projets de société. Et nous, pour ce qui nous concerne, nous voulons que ce choix porte sur nous et que demain, s'il y a à choisir, que ce soit nous qui choisissons ceux qui les accompagnent. Alors, pour faire la lumière sur les événements du début du mois de mars, lors des manifestations, il y a eu une quinzaine de morts et plusieurs centaines de blessés. Le gouvernement a annoncé la mise sur pied d'une commission d'enquête indépendante où l'opposition et la société civile seraient représentées. Comment l'appréhendez-vous à votre niveau? Vous savez, un homme politique célèbre disait, si vous voulez faire disparaître une question politique, créer une commission d'enquête. À mon avis, l'expérience du Sénégal d'ailleurs montre que les commissions politiques ne mènent pas toujours à la vérité. Aujourd'hui, la justice se prononce, le dossier est en justice. Les protagonistes sont là. C'est une histoire récente. Je pense qu'il faut laisser la justice faire son travail. Oui, sauf que là, la justice, elle est attaquée de toutes parts. Est-ce qu'on peut faire ce travail dans ce tohu-bohu? Mais justement, c'est cela qu'il faut pour redorer le blason de la justice. Un blason perdu. C'est eux-mêmes qui le disent. Hein. Ils ont des difficultés d'être crédibles de plus en plus face aux Sénégalais. Mais il faut que... On n'a pas d'autre solution. Dans un État, on a besoin d'un pouvoir judiciaire de qualité. On a besoin que justice soit dite pour que la société soit apaisée. Et donc, moi, je suis de ceux qui pensent qu'une commission, c'est trop tôt. Peut-être, après, lorsque la justice sera dite, il faudrait peut-être un peu plus de recul pour faire une commission d'enquête et sur le plan politique, rétablir un certain nombre de vérités. Mais aujourd'hui, les faits sont entre les mains de la justice, les faits sont là, durs, têtus. Il faut que la justice dise ce qui s'est effectivement passé et que s'il y a des coupables, ces coupables soient punis. On ne peut pas, comme ça, tuer 13 Sénégalais ou 14, je ne sais plus le chiffre exact, et 14 Sénégalais et passer ça en pertes et profits, créer des commissions qui peut-être sont là pour enterrer la vérité. Donc vous dites justice d'abord, commission vérité et réconciliation, peu importe ensuite, le nom après. Oui, ensuite, c'est cela. Ce sera la bonne démarche. À mon avis, il faut que nos institutions soient crédibilisées. Et pour le faire, c'est dans ces moments où la nation a les regards braqués sur elle qu'elles doivent montrer ce qu'elles valent. Et aujourd'hui, la justice ne doit pas être traînée dans la boue, parce que le fait de créer une commission, c'est montrer que la justice ne sera pas à la hauteur pour dire la vérité. Et si elle n'est pas à la hauteur pour dire la vérité dans ces moments historiques, elle ne pourra pas l'être dans des moments beaucoup plus individuels. Et on a besoin d'une justice qui dit la vérité face aux citoyens, qui dit la vérité face au peuple, quel que soit le moment. On est très content et fier ici au Sénégal de parler de l'exception sénégalaise. Mais est-ce que ces récents événements malheureux ne prouvent pas à suffisance que nos équilibres restent encore fragiles? Mais nos équilibres sont fragiles, très fragiles d'ailleurs. On est une jeune nation, quoi qu'on dise. On est une nation aussi déstructurée par une présence coloniale forte, mais aussi par une néocolonisation qui se déroule et qui a une stratégie très claire. Aujourd'hui, il suffit juste de voir les dérives ethnicistes, les amalgames, de voir aussi beaucoup d'excès qui menacent l'unité nationale pour se dire que effectivement il faut savoir raison garder et ne pas toujours clamer une exception sénégalaise qui de toute façon ne se justifie pas, à mon avis. L'unité nationale est menacée à votre avis? Mais bien sûr, ça on l'a vu, hein, s'il y a eu des émeutes aussi fortes, ce n'est certainement pas à cause du fait divers qu'on a vécu, mais que les Sénégalais se sentent meurtris, se sentent trahis par leurs gouvernants et ont voulu exprimer cela à travers les manifestations. Je pense que après, il y a eu aussi non pas une prise de parole objective d'apaisement, mais beaucoup d'huile jetée sur le feu par certains responsables du parti au pouvoir. C'est cela qui, à mon avis, constitue les gestes de trop. Et je ne vois pas, de la part du président de la République, une volonté d'apaisement par rapport à ces gens. Et malheureusement, ça peut
menacer l'unité nationale. Oui, mais le président a ramené l'église, ou si vous voulez la mosquée, au milieu du village en prenant la parole. Il a promis 450 milliards pour l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes. Quel crédit donnez-vous à cette promesse présidentielle? Vous savez, j'ai l'habitude de dire que ce n'est pas l'argent injecté dans la population qui fait l'emploi. L'emploi procède d'une stratégie beaucoup plus sérieuse, d'une stratégie beaucoup plus pensée. C'est la création d'infrastructures de qualité pour l'emploi, le fait d'avoir une politique à moyen et long terme bien aboutie, comme la transformation des produits industriels, des produits agricoles, le fait d'avoir une agriculture à toute saison, en mettant en place des infrastructures, l'eau, les routes, etc. C'est cela qui crée l'emploi, mais aussi et surtout une formation professionnelle dédiée, une formation professionnelle pertinente. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui sortent chaque année des universités et des écoles de formation, qui ne trouvent pas d'emploi, qui ne trouvent même pas de stage. Et donc, il ne faut pas prendre les choses de façon politicienne et à l'envers. Dire, on vous donne 450 milliards, vous allez être riche du jour au lendemain, c'est créer un espoir qui sera forcément déçu. C'est un os à ronger qu'on jette à la jeunesse. Effectivement. Et c'est un espoir qui sera déçu et gare justement à l'amertume de ces jeunes s'ils sentent que tout ce qu'on leur a promis c'est du pipeau. À mon avis, il faut que gouverner, c'est aussi un devoir de vérité. Il faut qu'on mette en place des politiques publiques de qualité et qu'on dise que ça prendra du temps éventuellement pour donner, mais que l'espoir naisse justement de la sincérité du discours politique et de la pratique politique. Mais on ne peut pas comme ça dire aux jeunes, allez vous faire enregistrer dans les sous-préfectures et les préfectures, une démarche purement administrative, donc coloniale à la limite, et vous aurez l'emploi à la clé. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas responsable et c'est manquer de sincérité par rapport aux Sénégalais. Quand le président dit « je vous ai compris », à votre avis, qu'est-ce qu'il a compris? Il a compris que les gens ne sont pas contents, que toutes ces politiques, ces dernières années, l'ADER, les milliards, l'ADPME, l'ANPEJ, le FONGIP, tout cela, tous les milliards dans des agences dispersées, n'ont pas pu régler le problème de l'emploi. Ça a une volonté quand même. Non. Une volonté politique de réduire le problème du chômage. J'ai l'habitude de dire que ce qu'on demande à nos hommes politiques, ce n'est pas une volonté politique, c'est une volonté politique efficace. C'est une stratégie politique efficace. C'est une action politique qui a des résultats. C'est une obligation de résultat. Parce que la population s'est mobilisée pour les mettre à la tête et leur donner les moyens nécessaires, le budget adéquat. Donc, on ne peut pas avoir des essais à tout va. La population et les jeunes, je l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de vieux aussi, parce que de plus en plus, l'espérance de vie au Sénégal augmente. 67,4% si je me fie aux dernières statistiques. Ça signifie qu'on a des besoins en termes de gériatrie, en termes d'assistance aux vieux. La population jeune a des besoins par rapport en termes de formation, en termes d'emploi. Tout cela dans un monde qui bouge avec une pandémie qui vient contracter l'économie mondiale, qui amène de nouvelles contraintes. Il faut trouver des solutions à cela et non pas dire on a été frappé de plein fouet, on a été surpris, mais on est en train de vous donner des milliards. C'est pas cela gouverner. Oui, mais le Sénégal n'est pas ex nihilo. La pandémie également, c'est un élément à tenir en compte dans les difficultés que vit notre pays. Oui, je suis d'accord. Mais comme je vous dis, gouverner, ce n'est pas seulement ramer en période de sérénité, c'est aussi pouvoir voguer en haute mer en mettant tout ce qu'il faut pour pouvoir dépasser ces périodes de difficultés. Et donc, on ne peut pas, parce qu'il y a des difficultés comme la pandémie, donner carte blanche à ceux qui nous gouvernent. On leur demande une obligation de résultat, même en période de trouble. Et le Sénégal a été résilient durant la période de la pandémie, en mettant 1000 milliards sur la table. Cela signifie-t-il que notre économie a, malgré tout ce qu'on dit, quand même, les mains suffisamment solides pour résister? Non, Pierre-Edouard, beaucoup de choses dans votre question. Le Sénégal est résilient, c'est vous qui le dites. Le Sénégal a mis... qui le dites, et les chiffres? Non, 1000 milliards? Non, les chiffres, c'est qu'on a connu un taux de croissance extrêmement bas. On a connu beaucoup d'entreprises en difficulté. Aujourd'hui, 90% des entreprises industrielles, par exemple, disent qu'elles ont eu des difficultés. 70% de ces entreprises disent
qu'elles ont eu des baisses de chiffre d'affaires de plus de 25%. Donc, c'est cela aujourd'hui. Le chômage a augmenté dans ce pays. Les résultats de la politique du gouvernement durant la pandémie et ces dernières années, c'est les émeutes qui se sont passées en mars 2021. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a eu des résultats positifs. Et je pense, le fait que le président dise « je vous ai compris », c'est carrément avouer l'échec des politiques publiques mises en place et peut-être partir sur une nouvelle base. Malheureusement, cette politique consistant à faire miroiter de l'argent à la population ne peut pas être une solution. Donc, je pense que les 1000 milliards injectés auraient dû l'être de façon beaucoup plus intelligente et transparente dans l'infrastructure économique, dans la résilience, comme vous dites, mais non pas servir justement de dépenses de consommation qui, en toute occurrence, passent très vite et n'ont pas d'impact sur le niveau de vie des Sénégalais. C'est cela aussi l'une des leçons à tirer de la politique menée en 2020. Les 1000 milliards qui constituent plus du quart du budget. Oui. Et si on accepte les dépenses de fonctionnement... Il fallait faire cet effort-là. Mais pas comme ça. Il fallait faire un effort financier, lutter contre la Covid, mais pas en faisant des dépenses qui, d'ailleurs, manquent de transparence dans ce qu'on a vu. Même la commission qui a été mise en place, à mon avis, a fini en queue de poisson parce qu'on n'a pas encore fait un rapport circonstancié transmis au peuple sénégalais qui montre comment ces 1000 milliards ont été dépensés. C'est grave, c'est le quart du budget, encore une fois, plus du quart même, dans une période de récession, dans une période difficile. La valeur de l'argent, ce que les anglo-saxons disent, the value of money, est beaucoup plus important en ces périodes et on a dépensé sans compter. Et le président, aura-t-il le temps matériel pour rectifier le tir? Est-ce qu'il peut réussir en 3 ans ce qu'il n'a pas pu faire en 9 ans? Je ne pense pas. D'ailleurs, on ne lui demande pas ça. Ce qu'on lui demande, c'est de laisser l'histoire le juger sur ce qu'il a pu faire. Expédier les affaires courantes? Non. Vous parlez de manière triviale? Non. Il a quand même des choses à faire. Il a aujourd'hui à rétablir l'état de droit. Il a à rétablir la confiance des Sénégalais. Il n'est pas en lambeau, l'état de droit dans notre pays. Si, c'est en lambeau. Il n'y a pas de crise institutionnelle avérée au Sénégal. Je vais vous dire, l'état de droit, c'est d'abord une justice indépendante, et équilibrée, efficace. On ne l'a pas. La commission montre d'ailleurs que l'État n'a pas confiance en la justice parce qu'il crée une commission pour dire le droit. Et donc, il faut rétablir aujourd'hui la légitimité et la confiance des Sénégalais face à la justice. Le calendrier républicain est chahuté. Ça signifie que les institutions ne fonctionnent pas sur une périodicité respectable. Il faut rétablir le calendrier républicain. L'Assemblée nationale, aujourd'hui, la législature qu'on traverse, selon les acteurs qui y sont, est l'une des législatures les plus faibles de l'histoire du Sénégal. Ah oui. Et ça, ce n'est pas bien. Il faut que le député ait une posture républicaine, soit là pour contrôler l'action du gouvernement et aussi une proposition par rapport à la marche du pays. Ce n'est pas toujours ce qu'on sent. On a des députés qui sont accolés à l'exécutif et qui disent qu'ils sont là pour le président. On a l'habitude de voir ça au Sénégal. Oui. Mais nous avions... On a vu des baïfals du président à l'Assemblée. Effectivement, mais nous pensions que l'arrivée de M. Macky Sall, un président jeune à l'époque, qui avait traversé l'histoire politique du pays pendant une dizaine d'années, qui avait donc une expérience solide, qu'il pouvait changer la donne. Il ne l'a pas changé, il a plutôt fait plonger un peu cette séparation des pouvoirs dans les abîmes d'une politique politicienne. Donc je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il peut mener comme aspect positif durant les 3 ans qui lui restent, c'est de rétablir l'état de droit, de redonner leur fierté aux Sénégalais, en tout cas de travailler en ce sens. Maintenant, après, on verra les résultats et de partir calmement en 2024. Et non vouloir briguer un 3e mandat. Je pense que même si c'était dans ses dessins, aujourd'hui, ce qu'il a vu ces derniers mois lui montre que s'il pense à cela, il aura encore beaucoup de sang entre les mains. Et ça, je ne pense pas que ce soit une volonté de sa part. Je ne pense pas qu'il veuille aller dans ce sens-là. Et la pandémie, qu'avez-vous pensé de la manière dont elle a été gérée? Non, je l'ai dit tout à l'heure. J'ai dit que la pandémie a été très mal gérée au Sénégal. On a mis du budget, mais un budget mal dépensé. On aurait dû mettre le budget dans les infrastructures pour que, avec le temps, aujourd'hui, l'emploi dont on parle
puisse absorber ces jeunes qui arrivent. La pandémie, c'est aujourd'hui la vaccination. 15% de la population mondiale en avril a été vaccinée dans les pays, du moins 15% de la population mondiale se retrouve en Afrique et 0,5% des doses de vaccins sont arrivées vers nous. On aurait dû avoir 15% des vaccins, mais on a eu 0,5% des vaccins. Aujourd'hui, 30 millions d'Africains sont dans l'extrême pauvreté du fait de la pandémie. On n'a pas de solution en Afrique par rapport à la pandémie parce qu'on a des économies structurellement déficientes, faibles, qui n'ont pas eu une capacité de riposte. Prenez par exemple l'école. Moi, je suis enseignant. Pour l'école, dans les pays les plus touchés, que sont les pays développés, ils ont réussi à avoir des jours d'école 4 fois supérieurs à nous autres qui n'avons pas eu le même impact de la pandémie. Donc, face à une crise mondiale, la réaction des pays développés, même s'il y a eu beaucoup plus de morts chez eux, ils ont pu gérer l'économie et gérer les activités courantes. Nous, on a eu moins de morts, mais malheureusement, on va laisser beaucoup de plumes. Aujourd'hui, on dit que si on y prend garde, on va être aujourd'hui au niveau de vie d'il y a 10 ans, en 2013. Donc, on va perdre 10 ans de croissance dans les pays africains. Donc, c'est très grave ce qui est en train de se mener. Et nos pays, le Sénégal en est un exemple, ne donne pas toujours le change. Aujourd'hui, on n'a pas de politique structurelle profonde qui montre que la donne va changer. On a plutôt des politiques à l'emporte-pièce. Quand la population réagit, l'autorité politique réagit de façon budgétaire. Or, même sur ce plan, on a un espace budgétaire contraint. On n'a plus de recettes fiscales comme avant. Les entreprises ne marchent plus comme avant. Je l'ai dit tout à l'heure. 70% ont perdu plus de 25% de leur valeur ajoutée dans les entreprises industrielles. C'est les statistiques nationales qui le disent. Donc, je pense qu'il est temps qu'on se ressaisisse et qu'on sorte de l'ornière, qu'on ait des politiques publiques beaucoup plus audacieuses, qu'on ne soit pas à la remorque des institutions internationales dans la vision qu'on peut avoir du destin de nos pays. Pour cela, il faut être décomplexé, penser à nous-mêmes, être plus généreux pour la population et travailler pour le développement endogène. Alors sur le vaccin justement, l'OMS et les institutions de Bretton Woods demandent à chaque État de vacciner au moins 60% de sa population pour atteindre l'immunité collective. Mais cela a un coût économiquement. Ça a un coût. Dans certains pays, par exemple, on a dit qu'en RDC et en Gambie, c'est 50% des dépenses de santé. Si on veut atteindre cet objectif de 50% des dépenses de santé. Et les autres dépenses en matière sanitaire. C'est 2% du PIB quand vous regardez les pays de l'Afrique subsaharienne. 2% du PIB à mettre justement à lutter contre la pandémie. Si on a cet objectif, malheureusement, on va mettre entre parenthèses tous les autres leviers de nos politiques publiques. Et ça, ce n'est pas gérable. On ne peut pas suivre les pays développés dans cette façon de voir. Parce que si on le fait, on sera encore plus endetté. Et aujourd'hui, l'Afrique est très endettée. Les pays développés ont été même obligés, le G15 a été même obligé de dire qu'on gèle le service de la dette jusqu'en décembre 2021. Mais ils n'ont pas dit qu'ils nous abandonnent la dette, mais ils gèlent juste. Mais si on continue à répondre sur le chemin qu'ils ont tracé pour nous, à vouloir acheter leurs vaccins extrêmement chers, à vouloir acheter les moyens de conservation de ces vaccins, on sera surendetté. Et le surendettement va avoir comme conséquence que nos ressources naturelles seront toujours là pour eux. Aujourd'hui d'ailleurs, les pays africains qui ont des ressources naturelles, qui sont exportateurs de pétrole, subissent plus le poids de la Covid, de la pandémie, que les pays qui n'ont pas de ressources naturelles. C'est les statistiques qui le montrent. Les pays qui n'ont pas de ressources naturelles, comme le Sénégal et d'autres, essaient d'avoir une diversité de sources de recettes. Alors que les pays comme le Nigeria et autres, qui ont le pétrole, ne comptent que sur le pétrole. Avec l'effondrement des coûts, c'est des pays aujourd'hui qui ont de sérieuses difficultés. Et donc, il nous faut sortir de la boîte, penser au développement de nos pays, penser à nos politiques publiques en ne suivant pas forcément ceux qui veulent nous
prêter de l'argent pour avoir notre souveraineté en main. Et le Sénégal a des objectifs sur le PAP 2A, plan d'action prioritaire, donc accéléré et ajusté. Oui. Alors, l'objectif à moyen terme, c'est d'en arriver à un taux de croissance à 2 chiffres. Oui. À l'horizon 2023, oui. En comptant en grande partie sur l'exploitation des ressources minières et gazières, justement. Pensez-vous que malgré tout, cela reste jouable? Bon, d'abord, méfions-nous des slogans. Plan d'action prioritaire, ça suffit. Ajuster, accélérer, c'est redondant. Et c'est donc superflu. Quand l'action est prioritaire, il est bon. Elle est bonne du moins. Oui. Et donc, on n'a pas besoin de l'ajuster et de l'accélérer. Donc, déjà là, on est en flagrant délit d'incompétence. Déjà, c'est mal parti. C'est mal parti dès le départ. Maintenant, si vous regardez les objectifs fixés, même cette année, des objectifs de croissance de plus de 5%, c'était bâti sur un scénario après-crise. Et donc, sur une perspective qui n'est pas bonne. Parce que la première phase de la Covid correspondait avec la fin de l'année et les chiffres de notre budget ne prévoyait pas une seconde phase. Aussitôt après janvier, la seconde phase est venue. On n'a pas eu l'habileté et le sérieux qu'il faut pour rebâtir encore le budget. On devrait aller à l'Assemblée nationale rapidement au vu de la crise qui venait pour rebâtir. Les 450 milliards annoncés par le président de la République auraient pu peut-être, dans une démarche proactive, être inscrits dès janvier-février, avant même les émeutes. Parce que on voyait bien qu'avec le confinement, il y aurait des effets induits sur la population. La première vague a nécessité 1000 milliards pour un filet social éventuellement. Pourquoi la deuxième vague n'a pas, chez eux, suscité une telle réaction? Donc, on voit bien qu'il y a un suivisme de ce qui se passe sur le plan international. Il n'y a pas des politiques publiques souveraines décidées à l'avance et ce que vous dites là comme prospective sur les plans qui sont dessinés, à mon avis, il y a à la base un déficit certain de rationalité qui entraîne forcément des résultats mitigés. Donc le taux de croissance de 13,7% prévu pour 2023, ça tombe à l'eau? Ça, c'est de la fanfaronnade, simplement. C'est-à-dire que c'est de la politique politicienne. On ne travaille pas sur nos structures économiques et sociales de façon sérieuse pour pouvoir avoir un taux de croissance à 2 chiffres. Les pays qui l'ont fait ont bâti une économie résiliente, sérieuse. Maintenant, le pétrole, effectivement, comme ressource naturelle, peut être une manne. Mais je l'ai dit tout à l'heure, les pays africains exportateurs de pétrole sont les moins résilients, disons. Les moins résilients par rapport à la crise. Et donc, le pétrole en soi n'est pas une fin. C'est un moyen. Et on n'a pas encore mis en place les leviers nécessaires pour que le pétrole soit un ingrédient sérieux pour une croissance forte. Mais doit-on faire justement d'un taux de croissance à 2 chiffres une obsession? On a l'impression que c'est une obsession dans notre pays, surtout chez nos gouvernants. Les économistes le disent bien. La croissance, c'est bien, mais une croissance peut être forte sans pour autant être impactée. Le niveau de vie des citoyens quand c'est une croissance extravertie. Aujourd'hui au Sénégal, on a eu les années passées avant la crise des croissances de 5-6% ou même plus parfois annoncées par le ministère de l'économie et des finances, les services du ministère. Mais la pauvreté a augmenté. Les populations se sont senties très mal à l'aise et d'autant plus mal à l'aise qu'on leur annonçait que le pays augmentait sa croissance. Et donc, à mon avis, ce qu'il faut chercher, c'est plutôt former les jeunes, augmenter les services de santé, créer des opportunités d'emploi, travailler sur l'état de droit pour donner à tous une justice et un accès égal aux services publics et être comme cela sérieux par rapport à l'histoire. C'est plutôt ça que de brandir des chiffres face au FMI, à la Banque mondiale, qui après vont dire « Ah oui, tel pays est émergent, il faut lui prêter de l'argent ». C'est cela le cercle vicieux sur lequel on s'est inscrit depuis nos indépendances et qu'il faut casser aujourd'hui. Le président Moustapha Niasse, qui est aujourd'hui avec le président Macky Sall, aimait rappeler au président Abdou Diouf que la croissance ne se mangeait pas. Oui, donc il doit le rappeler au président Macky Sall. La croissance ne se mange pas, effectivement. Et d'autant plus que les jeunes qui arrivent sont de plus en plus nombreux et sont exclus justement de cette croissance, parce qu'ils ne sont pas encore dans le marché de l'emploi et du travail. Et donc,
il faut faire en sorte que cette population émergente soit encadrée et puisse bénéficier des fruits de la croissance. Alors, impôts et domaines, c'est votre dada un peu, c'est votre profession. Pensez-vous qu'au Sénégal, on paie suffisamment l'impôt? Non, malheureusement, certains paient trop, d'autres ne paient pas suffisamment. Donc l'enjeu, et les agents de la DGID le comprennent, on l'a toujours dit depuis des décennies, l'enjeu aujourd'hui c'est d'asseoir une assiette fiscale crédible, qu'il y ait beaucoup plus de gens qui paient pour que ce que l'on supporte, c'est-à-dire l'effort fiscal individuel, soit réduit. Aujourd'hui, par exemple, le taux d'impôt sur les sociétés est à 30%. Moi, je pense qu'on peut réduire de façon drastique ce taux. Mais il faut que beaucoup de gens paient l'impôt. Aujourd'hui, si vous voyez les recettes provenant de l'impôt sur les sociétés, c'est moins d'une centaine d'entreprises qui donnent plus de 90% de ces recettes. Où sont les autres entreprises? Si vous prenez l'impôt sur le revenu des personnes physiques aussi, on peut aller jusqu'à 40% de son revenu. Je pense que c'est vraiment un plancher. Je pense qu'il faut avoir une fiscalité beaucoup plus adaptée, beaucoup plus proche des citoyens, mais désarmer un peu sur le plan fiscal. Il faut aussi que la notion de patriotisme fiscal soit une réalité. Oui, mais pour que le patriotisme fiscal soit une réalité, il faut que l'impôt soit supportable. Moi, je dis que l'État peut être même assez drastique dans sa façon de lutter contre la fraude fiscale, mais tant que l'impôt n'est pas vu comme une charge supportée de façon rationnelle et que la dépense fiscale aussi suive correctement, les gens seront enclins à frauder. La légitimité de l'impôt ne pourra pas être défendue à tout va. Donc, c'est d'abord une technique qu'il faut mettre en place pour que les gens soient sécurisés et après maintenant être impitoyables sur la fraude fiscale. C'est deux leviers qu'il faut actionner. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 en France, intégrée dans notre Constitution, dit bien que nul n'a le devoir d'échapper à l'impôt. Chacun a l'honorable obligation, on parle d'une honorable obligation de payer son impôt. Mais pour que cette obligation soit honorable, il faut qu'elle soit supportable. Et pour qu'elle soit supportable, il faut redéfinir un peu la technique fiscale. Nous, dans notre politique, dans notre programme, on a une autre façon de redéfinir la politique fiscale qui ne doit pas se définir de façon incrémentale à la marge de ce qui se fait en France. Parce que nous avons hérité de dispositifs fiscaux qui le dispositif français. On doit sortir de l'ornière, on est des négro-africains, on est des pays en développement, on a une façon de voir la vie, une façon de voir la cagnotte commune que constitue le budget. On doit, sur ces rudiments, travailler pour une imposition correcte et en phase avec nos citoyens, notre culture et le devenir de nos populations. Oui, mais le Sénégal doit-il encore continuer à compter sur les recettes fiscales et douanières pour financer son développement? Mais le Sénégal n'a pas d'autre choix. Aujourd'hui, la seule ressource qu'on a, c'est les recettes fiscales et douanières. On n'a pas d'autre choix. La possibilité maintenant qu'on peut développer, c'est avec les ressources naturelles d'avoir une exploitation équitable. On a eu l'or, mais vous voyez ce que ça donne. Le Sénégal ne voit pas la couleur de l'or. Encore moins les recettes fiscales provenant de cet or. Si les ressources naturelles ne sont pas exploitées de façon équitable, il y aura toujours la primauté des recettes fiscales. On a le zircon, on a le phosphate, on a beaucoup d'autres ressources, mais c'est des exonérations fiscales à n'en plus finir. C'est cette façon justement de voir l'impôt que je disais tout à l'heure qui n'est pas bonne. Et il ne faudrait pas voir l'impôt comme justement un succès d'année de nos politiques publiques. C'est le maillon essentiel de nos politiques publiques. C'est l'élément sur lequel il faut s'appuyer pour redistribuer, pour porter la population. Alors, le report des locales maintenant pour finir, le pouvoir et l'opposition ne s'entendent que sur leur désaccord. Aujourd'hui, il est question même que le président de la République tranche ce débat-là en tant que chef de parti également. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, nous, on s'inscrit dans le cadre du Front de résistance nationale qui a une position claire. Le FRN dit bien que les élections peuvent se tenir en décembre 2021, que si on dépasse l'année 2021, on va éventuellement avoir des problèmes pour le calendrier électoral subséquent. En février 2022, c'est 2 mois. Oui, mais si on entre dans 2022, on est déjà dans le mois, dans l'année où on doit organiser les élections législatives en juillet 2022 éventuellement. Et de rebond en rebond, on peut même toucher les élections présidentielles. Et ça va
fragiliser un peu les institutions du pays, le calendrier électoral. Nous pensons que 2021, c'est vrai que c'est un mois, mais c'est symbolique. Et organiser les élections en 2021, organiser les autres élections en 2022 et 2024, renouer avec un calendrier républicain stable, c'est cela la voie de la démocratie. Et il ne doit pas y avoir de pourparlers autour de ce calendrier-là. Maintenant que le président décide janvier 2022, certainement la classe politique va prendre acte, mais ce n'est pas dans le sens du consensus. On a l'impression que ce rapport arrange tout le monde, hein, pouvoir tout comme opposition. Vous n'êtes pas du tout prêt. Bon, vous savez, moi je suis de ceux qui pensent qu'on ne doit pas, sur cette histoire de calendrier électoral, être prêt pour être d'accord. C'est un principe républicain. La démocratie respire par son calendrier électoral. Et on ne doit pas faire suffoquer la démocratie. On doit accepter que les grandes dates qui rythment la vie démocratique, la vie politique du pays soient inviolables. Il ne s'agit pas d'être prêt ou de ne pas être prêt. Il faut être démocrate. Pour la démocratie, il faut des démocrates.